Merci d'être présente et présent. Sophie Tricot, vous êtes vice-présidente de Forsy Power et vous êtes en charge des affaires corporate. Et Forsy Power intervient dans le secteur des batteries pour la mobilité lourde ou la petite mobilité, mais pas la voiture. Hein. C'est bien ça. Bonjour à tous. Raphaël Elio, vous êtes directeur des affaires publiques d'Immobilité Europe, anciennement Aver Europe. Hein, donc l'Aver France au niveau européen finalement. Et Bernard Julien, vous êtes maître de conférence en économie. Vous êtes un spécialiste de l'automobile, un référent sur le sujet, et on vous voit souvent cité par la presse quand il y a besoin d'un avis averti. Alors, dans un contexte de transition écologique, numérique et géopolitique, la souveraineté industrielle devient un enjeu majeur. L'Europe et la France sont engagées pour accroître leur souveraineté. Comment y arriver ? Et est-ce que suite aux derniers événements internationaux, comment résister aux constructeurs et équipementiers chinois qui vont peut-être chercher à déverser leurs produits en Europe ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Bernard, pour commencer, quand on évoque ce sujet de la souveraineté européenne, est-ce qu'on n'a pas aussi une question finalement de souveraineté française et peut-être de concurrence intra-européenne ? Oui, alors la première des choses qu'il nous faut dire dans un contexte français, c'est que le problème français en matière automobile et en matière industrielle est d'abord un problème intra-européen, hein, puisque les délocalisations très très lourdes qu'a subies l'industrie française depuis plus de 20 ans se sont d'abord effectuées au sein même de l'Europe et un peu au-delà, si j'inclus dans la configuration européenne typiquement le Maroc et la Turquie. Hein, mais si vous voulez, la décroissance très très importante de la production automobile française, hein, qui est passée en gros de 3 millions à 1,5 million, renvoie à des usines qui sont espagnoles, qui sont slovaques, hein, et la question finalement électrique se pose d'abord dans ce contexte-là. Hein, ce que je veux dire là, c'est que quand nous nous inquiétons de savoir si les voitures électriques que nous subventionnons vont être ou non françaises, eh bien la concurrence principale, elle n'est pas d'abord celle des véhicules MG ou BYD, hein, qui seraient faits en Chine, hein, ou éventuellement de la Spring qui était faite en Chine. Hein, la première des concurrences, hein, c'était d'ailleurs une des plaintes de Bruno Le Maire, hein, quand il subventionnait massivement l'électrique encore, hein, c'était qu'il donnait de l'argent pour que les gens achètent des 208 qui étaient à l'époque faites en Slovaquie, et quand la 208 a cessé d'être faite en Slovaquie, ça n'a pas été pour la faire en France, mais ça a été pour la faire en Espagne. Hein. Donc on a d'abord ce problème-là, et donc la question pour nous, par rapport d'ailleurs à des questions qui étaient posées il y a un instant, hein, qui étaient de savoir comment on peut faire adhérer. Hein, moi qui travaille pas mal avec les syndicats de salariés, ça fait aussi partie de la question de savoir si on va faire de l'emploi avec l'électrique ou si on va en détruire, quoi. Hein, et donc là, il y a eu un moment, effectivement, que je situe entre 2020 et 2023, où on s'est dit peut-être que l'électrification, c'est un outil de relocalisation. Hein, c'était en partie lié quand même au fait qu'un de nos constructeurs a annoncé qu'un véhicule, disons, de masse, la R5 en l'espèce, allait être fait en France. Et à ce moment-là, on s'est dit, si la R5 se développe, hein, clairement, ça va être presque immédiatement en concurrence avec la Clio. La Clio est faite en Turquie, elle a cessé d'être faite en France depuis quelque temps. Hein, et par conséquent, on avait le sentiment, on pouvait commencer à nourrir l'espoir que l'électrification soit un outil de relocalisation, parce qu'on a une électricité qui est peu chère, qui est décarbonée, et puis parce qu'il y avait ce mouvement-là, ou ce pari qui était fait, hein, qui était lié d'ailleurs à l'idée que les équations de coût pour le véhicule électrique ne sont pas tout à fait celles que l'on a dans le véhicule thermique. Parce que le coût de l'énergie pèse très lourd, et du coup, les arguments qu'avaient développés les constructeurs pour dire on ne peut pas faire les voitures qu'achètent les gens, c'est-à-dire les petites voitures pas très chères, hein, ce qu'on appelle, nous, spécialistes de l'automobile, le segment B, qui correspond à Clio, 208, etc., c'est parce que ces voitures-là sont perdues qu'on s'est des à toute vitesse. Donc là, l'idée est de pouvoir faire sur le territoire français ces véhicules qui sont le cœur de la demande française, c'était quand même un espoir très fort. Hein, et je souligne d'ailleurs que toutes les organisations syndicales, y compris Sud et la CGT, ont signé l'accord Electricity qui validait ça, si vous voulez, comme stratégie. Hein, et donc, oui, il y a bien eu cette idée que on avait, avant de penser menace chinoise, on avait quand même un espoir que l'électrification soit un outil qui permettait effectivement d'être écologique d'abord, mais d'être aussi, hein, de venir en soutien à, sinon un excédent commercial, hein, qu'on a perdu depuis de 2008 au fond, hein, mais du moins un espèce de regain d'activité. Hein, et donc c'était cette idée que, bien sûr qu'il y avait moins d'emplois par voiture dans
la production de voitures électriques. Hein, c'est vrai qu'il y a à peu près 30% d'heures de travail en moins dans la production d'un véhicule électrique. Mais ça, ça a une contrepartie qui est que les coûts salariaux et les coûts salariaux relativement importants qu'on a dans des pays à haut salaire comme le nôtre sont moins impactants sur le prix de la fabrication. Hein, il y a par conséquent un deal, un New Deal, si vous voulez, qui est susceptible de se nouer autour de l'électrique. Hein, et ça, c'est vrai que ça pouvait permettre, ça permet, hein, éventuellement, si on y insiste, hein, et si on y arrive, de dire, a priori, hein, ce qu'a été la désindustrialisation automobile de la France, eh bien, on peut revenir dessus potentiellement grâce à l'électrique. Alors, il faudrait effectivement raconter la fin de l'histoire et le fait que c'est en train d'être remis en cause. Il est vrai aussi que tous les constructeurs français n'ont pas été vers cela, hein, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Mais évidemment, hein, ça exige que on se protège, hein, alors pas forcément au sein de l'Europe, mais qu'on se protège aussi contre le fait que ces voitures-là, elles pourraient bien venir de Chine si on n'y prend pas garde. Hein, donc il y a des protections qui se mettent en place. Est-ce qu'elles sont suffisantes, hein, et puis est-ce que, au-delà de la fabrication de la voiture, on est capable d'intégrer progressivement le reste de la chaîne de valeur, hein, et typiquement la batterie, hein, c'est une question que nous débattrons, je suppose, mais je ne vais pas m'occuper de tout l'espace. On peut effectivement en parler tout de suite. Effectivement, vous avez parlé de la voiture en tant que telle, mais il y a les composants, la batterie, peut-être le logiciel également. On en a parlé tout à l'heure aussi à travers la cybersécurité. Oui. Un élément important de la voiture électrique. On se situe où sur ces produits-là? Sachant que pour la batterie, on en parlera aussi avec Sophie tout à l'heure, bien évidemment. Oui, alors assez clairement, hein, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, hein, le mouvement vers l'électrification est un mouvement qui a été plutôt décidé par le politique, hein, en partie suite à l'affaire Volkswagen, hein, et à la nécessité dans laquelle cela a mis tout le monde, et Volkswagen en particulier, de changer son fusil d'épaule. Hein. En gros, moi, ma datation carbone, la rapide, c'est 2015. 2015, c'est les accords de Paris, l'affaire Volkswagen et Made in China 2025. Hein, donc ces trois éléments-là permettent de comprendre ce qui s'est passé depuis 10 ans dans l'automobile. Il y a eu une mutation qui a fait que là où on pensait pouvoir faire longtemps des voitures thermiques, hein, et décarboner en partie avec le diesel, eh bien on n'y a plus cru, même Volkswagen n'y a plus cru, et on est parti sur l'électrification, en partie parce que Volkswagen, faisant 4 millions de voitures en Chine et 4 millions de voitures en Europe, s'est dit, moi j'aimerais bien avoir une techno qui me permette d'avoir une réponse avec la même technologie à mes deux marchés, si vous voulez. Hein, et donc on est parti là-dessus. Mais on est parti parce que les Chinois nous y obligeaient, d'une certaine manière. Et la Chine avait et a encore aujourd'hui une avance assez considérable qu'on a peut-être un peu sous-évaluée dans le mouvement qu'on a entrepris. Hein, et ce dont on s'aperçoit maintenant qu'on est vraiment dedans, c'est que oui, hein, le retard sur l'ensemble des éléments que vous citiez est relativement lourd, hein, et que pour le compenser, il faut se donner des moyens et de protection et d'investissement qu'on ne sait peut-être pas donner dans les proportions souhaitables pour l'instant. Hein, et on voit bien aujourd'hui que nous commençons à avoir quelques gigafactories en France, par exemple, qu'elles ont du mal à démarrer, que ces capacités installées sont théoriques, mais ne deviendront effectives qu'une fois qu'on aura fait les apprentissages aujourd'hui, apprentissage que la Chine a déjà fait. Hein, et donc on voit bien que chez ACC, par exemple, ACC c'est un des fabricants de batteries d'aujourd'hui, il faut aller chercher non seulement les biens d'équipement en Chine, mais aussi une partie des personnels pour... hein, et donc la pente à remonter est très raide. Hein. On le savait sur le papier, on le sait maintenant d'expérience. Hein, il faut par conséquent à la fois être patient, investir massivement et puis se protéger beaucoup plus durablement que ce qu'on avait imaginé, hein, parce que le discours un peu angélique qui consiste à dire il faut coopérer, oui, sans doute. Hein, mais il faut mesurer ces coopérations parce qu'on aura assez vite fait de se faire phagocyter. On offre une transition intéressante vers Sophie, justement. Vous parliez de la batterie. Sophie, aujourd'hui en Europe, c'est un secteur qui connaît quand même quelques soubresauts. Hein, Northvolt qui a déposé le bilan, des difficultés de monter en cadence pour d'autres. Vous, qui êtes donc dans ce secteur-là, comment vous voyez les choses? Comment vous voyez l'avenir de la batterie en Europe? Alors, moi, je ne vais pas parler de voiture. Je sais que ça concerne beaucoup de personnes dans cette salle. Forcipower, on est concepteur et fabricant de systèmes de batterie. On parle beaucoup de cellules. Les gigafactories sont les cellules. Nous, on est vraiment sur la partie système. Donc, on est cette, on va dire, valeur ajoutée pour concevoir le système. Peut-être
qu'on peut parler États-Unis un petit peu. Nous, en 2022, on a décidé de s'implanter aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Buy America Act qui exige du contenu local dans le cadre des achats publics. On a équipé les premiers bus électriques en 2013 avec des batteries Forsee Power, les premiers bus en Amérique du Nord. On n'a pas pu poursuivre en fait notre activité là-bas parce qu'on n'avait pas d'usine locale. Quasiment 10 ans après la création du groupe, on avait les moyens, on s'est installé. Ensuite est venu l'IRA. Donc là, ça a été un peu la cerise sur le gâteau parce que nous, on avait déjà décidé de notre implantation. Et ça, c'était hyper intéressant puisque là, on avait un plan qui venait stimuler la demande pour la mobilité électrique, qui venait également subventionner la production de batteries. Donc avec ce distinguo cellules et module pack batterie qui, dans notre cas, est extrêmement important puisqu'on parle tout le temps de gigafactory, de financement pour les gigas, puis on oublie un petit peu la partie système qui pourtant héberge toute l'intelligence de la batterie. Nous, la cellule, pour nous, c'est juste une commodité. Mais quand vous allez avoir les cartes électroniques, les logiciels, etc., là aussi, il y a une grande valeur ajoutée, c'est bien de faire la différence. Donc il y a eu ce financement-là. En plus, il y a du financement pour les transformations en fait, d'industrie, c'est-à-dire transformer des bâtiments pour servir des industries nouvelles. Et tout ça sur une durée long terme. Ce qui manque cruellement, en fait, en général, de ce côté de l'Atlantique, c'est que là-bas, le dispositif était pensé jusqu'à 2032. Donc, on est sur du long terme, on n'est pas sur du one-shot. Ça permet vraiment aux choses de s'installer et aux industries de se projeter. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il faudrait la même chose en Europe? Nous, on milite déjà profondément pour, justement, importer un peu ces modèles-là. Le Buy America Act, moi je suis une fervente défenseur du Buyer Act. On parlait des flottes électriques qui sont très moteurs dans le changement des mentalités. L'achat public en France, en Europe, doit montrer l'exemple. Il doit acheter local. Si on n'a pas les composants, et c'est là où c'est très bien conçu aux États-Unis, c'est que vous n'avez pas de cellules sur le marché européen, sur le marché américain. Ça n'existe pas. Il n'y a pas encore les gigafactories qui sortent les cellules nécessaires. En revanche, la partie module du pack batterie, elle doit être assemblée aux États-Unis pour être Buy America compliant. Plus tard, quand il y aura les gigafactories locales, ils exigeront également que les cellules soient approvisionnées localement. Mais on a quelque chose qui est très évolutif, qui est sur l'espace-temps et qui évolue, et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en place en Europe. Ce qui est compliqué, le contenu local, l'achat public, qui doit montrer l'exemple. Alors là, on est en train de travailler sur le sujet dans le cadre du Clean Industrial Deal, de faire des propositions à l'Europe pour aller dans ce sens-là. Sauf que les États-Unis, vous l'avez vu là sur les 100 derniers jours, il y a une personne qui décide. Et, sauf qu'en Europe, on a 27 pays et c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Raphaël, comment voyez-vous justement ce point-là, vous qui avez cette dimension européenne? Merci beaucoup pour l'invitation déjà à la Vers France. Et de mon côté, comment est-ce que je vois les choses? Ça a déjà été mentionné, donner une direction assez claire à l'industrie, ça c'est nécessaire. Et ces derniers temps, on a eu des propositions au niveau européen. Il y a le Clean Industrial Deal qui a été proposé, il y a le plan pour l'industrialisation automobile qui, comment dire, c'est mixed feeling comme on dit en bon anglais. On nous propose des flexibilités par rapport aux objectifs de 2025, donc on retarde les objectifs. Et à la fois, on nous promet un battery booster pour pouvoir booster la production de batteries en Europe. On nous propose peut-être du local content requirement. Donc, on voit qu'on se dirige vers quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi et c'est très déséquilibré. On voit que pour les constructeurs, on a donné des flexibilités qui sont très claires. Pour le reste, c'est très flou, on n'a rien de concret. Nous, de ce côté-là, ça nous pose problème parce que quand on parle de souveraineté industrielle et quand on parle de compétitivité, on parle de compétitivité au niveau global. Les constructeurs, ils ne construisent pas seulement pour le marché européen, ils construisent pour le marché global. Et quand on regarde quand on regarde la Chine, quand on regarde les États-Unis, mais même quand on regarde le reste du monde, tous les pays sont en train de se diriger vers l'électrification et donc être compétitif globalement, c'est être compétitif sur les véhicules électriques. Actuellement, on voit que les problèmes de nos constructeurs européens sont des problèmes qu'ils ont notamment en Chine, parce qu'ils ne sont plus compétitifs sur la vente de leurs véhicules sur le marché chinois.
pour XY raison. Les Chinois sont montés en valeur très rapidement, proposent des véhicules qui sont très avancés d'un point de vue technologie et qui plaisent aux consommateurs chinois. Il y a plein de gadgets, mais le consommateur chinois et le consommateur asiatique adorent ça. Je crois que le dernier salon de Shanghai qui se déroule en ce moment a montré a priori des innovations très nombreuses. Hein. On en parlait tout à l'heure avec le président, hein, qui en revient, je crois. Effectivement, est-ce que les Chinois ne sont pas en train de nous dépasser, y compris d'un point de vue technologique ? Potentiellement, le salon de Shanghai a été assez impressionnant de ce point de vue-là. Moi, j'ai eu des échos de certaines personnes qui y sont allées qui m'ont dit que c'est le futur, mais pas surprenant d'une certaine manière quand on voit tous les investissements qui sont faits dedans. Après, donc là, c'est vraiment pour le secteur des véhicules. Pour tout ce qui est secteur des batteries, vous avez mentionné beaucoup de choses, Sophie. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau européen, mais en fait, on a tendance au niveau européen à mettre l'emphase sur la compétition entre les États membres entre eux, plutôt que se rendre compte qu'en fait la compétition elle vient de l'extérieur. Et ça c'est un réel enjeu. En fait on doit être compétitif vis-à-vis des États-Unis, on doit être compétitif vis-à-vis de la Chine et pas se créer des règles qui nous rajoutent je cherche mes termes en français, désolé, toute une charge administrative en Europe qui fait que vraiment on met l'emphase sur la compétition entre la France et l'Allemagne, alors qu'en fait on est censé vraiment nous entraider pour pouvoir être compétitif sur le marché international. Là, il y a des règles qui sont en train d'être révisées pour les aides d'État au niveau européen. C'est un grand enjeu pour nous parce qu'on estime que le fonctionnement de ces règles ne fonctionne pas pour pouvoir vraiment booster l'industrie de la batterie en Europe actuellement. On a vraiment besoin de réinventer la façon dont on voit ces aides d'État et de dépasser un petit peu la DG compétition de la Commission européenne qui vraiment a des critères qui sont peu transparents et qui ne poussent pas à la production en Europe, mais plutôt à l'établissement de projets. Mais je pense que Sophie peut en dire beaucoup sur le sujet. Alors, je note dans ce que vous avez dit, notamment qu'effectivement, si on veut que l'industrie soit compétitive, en particulier face aux Chinois, il faut, entre guillemets, mettre le paquet sur l'électrique. Et donc respecter le calendrier 2035 puis 2050. Exactement. En fait, si on veut pouvoir vendre en Chine, il faut qu'on soit capable d'avoir ces produits en Europe aussi. Et donc pour nous, c'est essentiel de continuer à maintenir ces objectifs si on veut être compétitif globalement. Je sens que Bernard veut réagir. Oui, c'est pas une obligation de me donner la parole, mais non, effectivement, moi je pense qu'il y a un problème de compétitivité européenne sur l'électrique qui est manifeste, hein, qu'il est d'abord posé par rapport et à la Chine et aux États-Unis, parce que on est parti tard et qu'on est parti avec très peu de protection. Et on a deux réponses possibles. Il y a une première réponse qui consiste à dire, puisque nous sommes en retard, eh bien, il faut accepter que les technologies soient désormais en Chine et les constructeurs vont demander de pouvoir y accéder le plus rapidement, le plus librement. Hein, et en fait, c'est quand même un mouvement qui s'est dessiné pendant l'année 2024 assez clairement, avec un prétexte majeur qui était « on s'est trompé de chimie », qui a conduit à dire puisqu'on s'est trompé de chimie, on va aller chercher l'autre chimie, celle qui est moins chère, là où elle est, c'est-à-dire plutôt en Chine. Hein, et ça veut dire que tout le travail qui avait été accompli depuis 2018 pour essayer de construire une filière européenne de la batterie, il a été bazardé parce que les constructeurs ont finalement changé leur fusil d'épaule et ils se sont servis de ce changement de chimie pour aller chercher la batterie sur le marché spot, en fait, hein, sur les marchés. Bon, hein, et ça a été vrai, et c'est vrai de l'ensemble, finalement. Hein. Et aujourd'hui, derrière l'appel à coopérer avec la Chine, il y a quand même des acheteurs chez les constructeurs qui sont prêts à aller chercher tout. Hein. Quand je dis tout, c'est toute la partie électrique, mais aussi toute la partie non électrique. Parce que la Chine a non seulement un système qui est compétitif, mais la Chine a aussi des surcapacités absolument considérables qui permettent de brader toutes les composantes. Quand je dis toutes les composantes, ça veut dire c'est aussi bien les roues ou bien les volants des véhicules. Hein. Et du coup, effectivement, la demande de l'industrie équipementière en particulier, pas des constructeurs, mais de l'industrie équipementière, c'est qu'il y ait des exigences de contenus locaux. Parce qu'on en a besoin pour sauver l'industrie dans cette phase-là, si vous voulez, tout simplement. On en revient au produit Donc local. on est dans une phase assez claire de démondialisation, si vous voulez. Hein, et comme le disait, j'allais dire feu Thierry Breton, hein, a priori, il faut sortir de la naïveté et savoir dire, si on veut jouer, sinon d'égal à égal, du moins le même jeu que celui que jouent les Américains d'une part et les Chinois d'autre part,
bah, il faut sortir de la naïveté et effectivement cesser de laisser la DG Competition être la seule DG entendue pour regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour fabriquer une souveraineté qu'on est en train de zapper quand même, quoi. Sophie ? Sortir de la naïveté et sortir de l'arrogance également, à toujours penser qu'on fait mieux que les Chinois. Voilà. Et ça, c'est l'erreur typique qui a été commise sur la partie batterie. C'est pour ça qu'il faut de toute façon ce partenariat avec les Asiatiques. En revanche, il faut poser les conditions de gouvernance, que ce soit des Chinois ou même d'autres, des Coréens ou autres. On a des usines implantées en Europe, mais où vous n'avez pas de travailleurs européens, sauf voilà, les personnes qui entretiennent le bâtiment vont être des locaux, mais sinon, ce sont que des forces qui sont importées. Il faut qu'on développe les compétences, les métiers, les compétences sur le territoire européen, mais pas à n'importe quelle condition, pour mettre en route la machine industrielle qui fabriquera les nouvelles technologies de batterie de demain. Puisque aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont pleinement maîtrisées par les Chinois. Nous, on essaye de rattraper les choses, mais à quel prix ? 3 fois le prix des Chinois sur certaines technologies. Ils ont produit 3 fois la demande en 24. Il y a eu une chute drastique des prix. Donc, il faut qu'il y ait... Voilà, la Chine a été l'usine du monde. Il faut que l'Europe se réapproprie cette industrialisation, pas à n'importe quel prix, mais le partenariat, il va être nécessaire. On va pas... Faut pas imaginer qu'à court terme, on sache faire mieux qu'eux, puisqu'ils maîtrisent l'intégralité. Ils maîtrisent la technologie, ils maîtrisent les compétences, ils maîtrisent les outils industriels, c'est-à-dire que les machines pour fabriquer ces cellules de batterie, elles sont elles-mêmes chinoises. Donc, voilà, il faut progressivement rapatrier tout ça. Il faut aussi avoir cette humilité d'apprendre et d'avoir un horizon temporel qui fasse sens. Ça ne peut pas être à coup de projet ou de financement sur 1 an, par-ci, par-là. Il faut qu'il y ait une vraie stratégie industrielle européenne qui se mette en place, en tout cas pour la partie industrie de la batterie. Une stratégie industrielle claire, une coopération quand même avec les Asiatiques, oui. Peut-être avec du contenu local. Contenu local, et puis il faut arrêter cette obsession réglementaire. L'Europe, en 2018-2019, s'est dit tiens, on va inventer la réglementation batterie parce que on va faire des batteries décarbonées et ça va permettre de mettre des barrières à l'entrée par rapport aux batteries chinoises. En fait, les Chinois, ils font de super batteries. Si demain on leur demande de faire de la batterie décarbonée, elle sera encore plus décarbonée que la batterie européenne. Une batterie décarbonée, c'est une batterie qui est produite localement. Donc, ils nous ont créé cette réglementation batterie, soit, mais c'est pas ça la solution, ni pour le climat, ni pour l'industrie européenne. Donc, il faut aussi s'alléger sur la partie réglementation, mettre les barrières à l'entrée, introduire le contenu local et commencer par les achats publics, puisque c'est là, les achats publics ou même les flottes avec des subventions qui vont être conditionnées, des enjeux de gouvernance qui vont être conditionnés, etc. C'est ça la solution, je pense. En fonction de tout ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on n'aurait pas un deal, et c'est un mot à la mode en ce moment, avec effectivement l'industrie européenne qui serait de dire on met des barrières, on vous soutient financièrement, je crois que c'est un sujet sur lequel Raphaël, vous vouliez parler, mais dans le même temps, on vous demande effectivement de faire des efforts pour respecter les calendriers 2035 et 2050. Est-ce qu'il n'y a pas ce... Je vous soutiens, je vous mets des barrières, mais par contre, effectivement, on va vers une électrification. Alors, concernant les barrières, parce que alors ça, c'est super intéressant. La Commission européenne a mis en place des tarifs concernant les véhicules électriques qui sont importés de Chine. Ça touche tous ceux qui construisent en Chine, pas seulement les constructeurs chinois. Déjà, il faut mettre ça bien voir ça en tête. Et surtout, ça concerne que les véhicules électriques. Ce qui veut dire donc que tous ceux qui produisent des véhicules hybrides, notamment un gros constructeur chinois que tout le monde connaît, a la capacité d'entrer sur le marché européen sans tarif via ces plug-in hybrides. Donc, en fait, on fait face à un problème parce que là, actuellement, on le voit d'ailleurs dans les importations nettes en Europe, il y a un chiffre qui s'est opéré à cause de ces tarifs. Il y a peut-être moins de véhicules électriques chinois qui sont rentrés sur le marché. Par contre, les plug-in hybrids, eux, sont toujours là à inonder le marché. Donc, quand on crée des tarifs, quand on crée des barrières à l'entrée, il faut le faire de manière intelligente et il faut bien réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Ensuite, je pense que c'est une solution court terme.
des barrières, en fait, on ne peut pas, sans stratégie industrielle derrière, se dire que seulement des tarifs vont nous aider à régler nos problèmes. Clairement, là, il y a vraiment un souci qui se pose. Et actuellement, en fait, c'est la seule chose qu'on a vue, avec de la flexibilité sur les standards de CO2 et des annonces très floues concernant tout le reste de l'écosystème. Donc pour nous, là, on a vraiment besoin de choses concrètes sur tout ce qui est le secteur de la batterie. On a parlé des financements, on a parlé un peu de contenu local. Le contenu local, nous, de notre côté, on apporte un peu de nuance parce que on a aussi des constructeurs automobiles dans notre association. Et on n'est pas contre, on estime juste qu'en fait, les financements qui devraient être utilisés au niveau européen, notamment les aides d'État, devraient mettre une sorte de premium sur le contenu local. C'est-à-dire que si on a une batterie qui est produite en Europe, en plus de l'aide d'État de base qu'on peut avoir, on peut avoir un premium si du coup elle est produite ici, qu'il y a du contenu local, ce genre de choses. Là où je suis d'accord avec vous, c'est tout ce qui est les flottes publiques. Effectivement, de ce côté-là, on estime que c'est un bon point de départ. Et de ce côté-là, il y a pas mal de législation qui pousse les États membres à verdir leur flotte. Alors pourquoi pas mettre certains critères en place pour s'assurer que, en plus de ça, ça bénéficie à l'industrie européenne. Est-ce qu'on irait jusqu'aux flottes privées ou on s'arrête aux flottes publiques? Question ouverte. Bernard? Moi, je suis co-auteur d'un rapport récent pour la FIEV dans lequel on a défendu des politiques de contenus locaux relativement fortes et beaucoup plus générales que celles qu'on évoquait il y a un instant, avec ce constat assez clair, c'est que en fait, les politiques de contenus locaux sont très générales. On a des contenus locaux à peu près sur toute la planète, y compris aux États-Unis. On les a en Chine, on les a au Brésil, etc. Donc, ça veut dire que les constructeurs, ils sont très habitués, que ce n'est pas une lourdeur administrative. Ils ont les Excel qui permettent de gérer ça très, très aisément. Et puis, on a quand même un problème industriel double en Europe. On a un problème qui est lié à l'électrification, qui s'est doublé ces dernières années du fait qu'on a un gros problème de volume. Ce qui fait qu'on est en train quand même de vivre, sinon une crise de l'automobile, du moins un problème social, industriel, territorial dans l'automobile qui est extrêmement lourd et qui impacte davantage les équipementiers qu'il n'impacte les constructeurs. Ce que je veux dire, c'est que les constructeurs, ils savent depuis le temps réduire la voilure et sauver leurs usines, même si celles-ci produisent 1,5 fois moins de voitures ou 2 fois moins de voitures. Les équipementiers, quand c'est le cas, ils ferment des usines. Et c'est vrai que des plans sociaux en Allemagne, en France et dans tous les pays au salaire, on en a dans tous les sens. Et quand on regarde le détail, ce que j'ai fait récemment, on s'aperçoit que c'est quand même très fréquemment lié à des politiques d'achat des constructeurs qui consistent à aller chercher désormais à l'autre bout du monde des composants qu'ils sourçaient, qu'ils achetaient jusqu'ici en Europe ou en France, si vous voulez, tout simplement. Donc on a besoin de cela parce qu'on a un problème, disons, d'acceptabilité de la mutation actuelle qui est liée au fait qu'on a ces deux problèmes qui se sont conjugués, qui sont liés en large partie au fait que les voitures étant devenues extrêmement chères pendant la crise, et en partie parce qu'elles sont électriques, on a quand même des volumes vendus annuellement qui ont baissé considérablement. Et donc si on veut que la mutation de l'automobile ne se fasse pas comme c'est en train d'être le cas dans le sang et les larmes, avec toutes les préventions qui étaient évoquées tout à l'heure, chez les consommateurs, mais qui sont aussi très présentes chez les salariés, à ce moment-là, il me paraît utile de faire comme Biden l'avait fait. Biden, il a dit, si on revient dans les accords de Paris, il faut y revenir avec des mesures qui garantissent aux salariés que ça ne va pas se faire contre eux, mais avec eux. Et aujourd'hui, il me semble que, contrairement à ce que n'a pas fait le dialogue stratégique de filière qui s'est clos en mars, on a ce problème-là, et il faut y répondre, y compris en s'asseyant sur une doctrine européenne extrêmement libre-échangiste qui n'est plus trop tenable aujourd'hui, étant donné les fonctionnements. Aujourd'hui, vous avez quand même, vous l'évoquiez, sur les règles européennes, sur les batteries, etc., vous avez quand même une espèce de machine qui devient extrêmement complexe parce qu'on ne veut pas s'avouer protectionniste d'une certaine manière. Et là où on aurait besoin de mettre des barrières en disant on en a besoin parce que sinon on crève, là on dit on va faire une enquête, etc. Donc quand on travaille sur l'équipement automobile, on s'aperçoit que oui, la Chine est une économie socialiste. En gros, l'enquête révèle qu'ils ne jouent pas les mêmes règles de jeu que nous parce que ce n'est pas le même type d'économie. Mais il n'y a pas besoin de faire une enquête pour ça. Il s'agit simplement de dire on s'était un peu trompé en disant que tout le monde pouvait rentrer dans l'OMC pour jouer le même jeu, etc. C'était un jeu de dupes. Tant qu'on était gagnant, on pouvait raconter cette histoire-là. Maintenant qu'on est perdant, il faut revenir à la vérité, tout simplement.
Et la vérité, c'est que, ne jouant pas avec les mêmes règles de jeu que nous, ils ont un avantage compétitif qui est lié en partie à leur avantage compétitif, mais qui est aussi lié largement au fait que il y a des prix d'amis, il y a les ententes, nous on les a de temps en temps et on les pointe, eux ils les ont à longueur de temps, il n'est pas question de reprocher à quiconque de s'être entendu avec le voisin, puisque c'est le Parti communiste chinois qui a décidé qu'il fallait s'entendre. Pour finir, peut-être un thème qu'on avait abordé lors de la préparation, Raphaël, le financement. Je crois que vous militez effectivement pour qu'il y ait peut-être davantage de financement pour soutenir l'industrie européenne face à cette logique de souveraineté. Assez rapidement, le financement, ça touche à tous les secteurs, parce que là, on a beaucoup parlé du secteur des véhicules, de la batterie, mais ça touche aussi au secteur de l'infrastructure. On va bientôt ouvrir les discussions sur le MFF, donc le budget pluriannuel de l'Union européenne. Et dans ces discussions, on a beaucoup de fonds qui sont alloués au soutien, notamment au déploiement de l'infrastructure, aux projets de batterie, et j'en passe. Et je pense que c'est vraiment le moment pour nous d'avoir un budget qui soit ambitieux pour pouvoir répondre à ce qu'on voit aux États-Unis avec l'IRA, mais aussi avec ce qu'on voit en Chine et les subventions à leur industrie. On doit pouvoir être en capacité de répondre à ça et pouvoir booster la production en Europe. Et nous, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec le premium qu'on voulait mettre sur les aides d'État, mais on voit vraiment qu'il est nécessaire d'avoir un financement à la production, donc production-based, qui est lié en fait au kilowatt qu'on produit d'énergie pour les batteries, et que vraiment on ait des critères transparents qui soient mis en place pour pouvoir financer cette production. Financer seulement la mise en place d'une usine, d'une gigafactory en Europe, je suis désolé, mais ça ne sert à pas grand-chose. On a vraiment besoin de financer cette production de manière claire. Est-ce qu'on n'est pas plus exigeant en matière de CO2 qu'en matière finalement de financement ou de souveraineté? Est-ce qu'on n'a pas des objectifs plus forts en termes de CO2 que des objectifs forts en termes de souveraineté? Ça, totalement. Et je pense que de toute façon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Sophie. C'est avec la réglementation batterie, on le voit, c'est clairement, on a pensé qu'on avait le réseau électrique le plus propre au monde, ce qui est en partie vrai, notamment en France, pas partout vrai en Europe, mais c'est vrai. Et on a pensé que grâce à ça, on allait être capable de gagner la course. Mais comme vous l'avez si bien dit, les Chinois, ils sont totalement capables de s'adapter, et les Américains aussi. Les Américains aussi ont du nucléaire, donc... Soyons modestes. C'est ce que... Oui, c'est eux qui transforment. Non, le financement de l'OPEX, il est indispensable. Et d'ailleurs, en Chine, pourquoi ils sont aussi compétitifs aujourd'hui, c'est que vous avez des plans quinquennaux successifs qui ont subventionné l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc, il faut, si on veut remettre la machine en marche, voilà, ça doit passer par là. Et sur du long terme. Alors peut-être un sujet que je sais qui fait réagir Bernard, les Allemands qui a priori veulent dépenser un petit peu plus maintenant, qui ont fait sauter quelques verrous, est-ce que c'est positif pour la souveraineté européenne ? Oui, enfin, je pense que malgré le paysage relativement sombre que nous sommes en train de tracer, parce qu'on souhaite des choses qui ne sont pas en train de se révéler, hein, comme on le disait, le plan stratégique automobile de mars dernier, il donne les flexibilités, mais c'est tout en gros, et après il entrouvre des portes, mais bon. Néanmoins, il y a quand même quelques éléments qui sont relativement encourageants. D'abord, on n'a pas complètement changé de politique monétaire, et si les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, ils sont quand même en train de baisser. Il y a une riposte qui est plutôt de cet ordre-là. Hein. Et puis, effectivement, le frein à l'endettement que les Allemands avaient mis en place et contre lequel les écolos se battaient à longueur de temps en disant il faut financer la transition, il a été levé. Alors, non pas pour des raisons écologiques, mais parce que il s'agissait de financer l'effort de guerre et quand même un effort d'investissement, y compris sur les routes, les voies ferrées, etc. Et du coup, les écolos dont avait besoin la nouvelle majorité, parce qu'il fallait une majorité aux 2/3, ils ont levé la main, ils ont dit puisque vous en êtes là, alors il serait peut-être temps aussi de permettre que les règles budgétaires qui s'appliquaient jusqu'alors soient levées, y compris pour la transition. Donc ça ouvre quand même une perspective un peu moins sombre par rapport à cela. Vous savez sans doute qu'il y a eu un rapport, dit rapport Draghi à l'automne, qui en gros racontait tout ce que vous racontiez. C'est-à-dire qu'il faut financer, il faut se mettre à la hauteur pour financer l'investissement de ce qu'ont fait et les Américains. Et puis pour l'instant, ça reste plutôt lettre morte. Mais il y a quand même, nous on avait eu en France le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui racontait la même chose, etc. Donc on sait bien qu'il y a un investissement absolument colossal qu'il faut consentir. J'ai le sentiment que c'est pas tout à fait perdu,
hein, que c'est quelque chose qui peut mûrir dans les mois à venir. Mais évidemment, si on avait... Petite voix optimiste pour finir. Vous êtes de cet avis, Raphaël et Sophie? Très rapide. Pour finir. Très rapide pour finir. Quelque chose d'optimiste, parce qu'effectivement, on a quand même dit des choses un peu qui font peut-être peur parfois. Mais non, le secteur de la recharge, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est un secteur qui est très localisé, qui produit beaucoup en Europe, qui opère en Europe. Et en fait, c'est aussi... Ça fait partie de notre écosystème de l'électromobilité et c'est un écosystème qui innove énormément et qui crée aussi de l'emploi. Donc de ce côté-là, on est assez compétitif, je trouve, en Europe. On est en avance sur pas mal de technologies, notamment sur tout ce qui est bidirectional charging, le smart charging et d'autres aspects. Et si vraiment on veut maintenir ça, il faut investir là-dedans, il faut continuer à donner des objectifs clairs. Et le deuxième aspect positif, on a, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de toute cette charge administrative, on a actuellement au Parlement européen une majorité qui est à droite et là, ils sont peut-être pas toujours convaincus sur les objectifs 2035. Pour autant, sur tout ce qui est charge administrative, là, on les retrouve et ils sont prêts un peu à aider, à faciliter les choses pour qu'on puisse être plus compétitif. Sophie, le mot de la conclusion. Pour la conclusion, pour rester positif, je dirais que le retour de Trump à la Maison-Blanche, finalement, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière et c'est une opportunité pour l'industrie européenne de se mettre en ordre de marche. Au pied du mur, il faut peut-être réagir. Exactement. C'est ça. Bon. Madame, messieurs, je vous remercie. Le temps passe. Je propose de regagner votre place.